Amélie Chabrier. Aujourd'hui, nous allons parler de votre ouvrage « Les genres du prétoire », avec pour sous-titre « La médiatisation des procès au XIXe siècle ». Donc voilà, je ne sais pas si c'est très visible. C'est un ouvrage qui est paru chez Marie Martin dans la collection Droit et littérature. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Nîmes. Vous travaillez culture médiatique et culture populaire, notamment au XIXe siècle et XXe siècle. Cet ouvrage est tout à fait, je dirais, lumineux pour qui s'intéresse à droit et littérature, à ce couple parfois un peu bizarre. Et là, il est complètement, je dirais, vous êtes complètement dans le vif du sujet, puisque vous faites un travail, je dirais, grosso modo d'historienne. Je dis bien grosso modo parce que ce n'est pas, comment dire, un travail d'histoire proprement dit, mais c'est un travail de littéraire et de juriste qui, à travers l'histoire, noue un lien absolument riche et je dirais quasi inépuisable. Voilà, donc d'où l'intérêt qui a été porté à votre ouvrage. Alors, j'aurais un certain nombre de petites questions ou d'axes de développement à vous soumettre. Je dirais d'abord mettre en lumière cette codépendance du développement et de l'histoire littéraire et de l'histoire juridique à travers, finalement, une catégorie particulière d'articles, je vais dire ça comme ça, que sont les articles qui traitent des affaires judiciaires. Alors, je fais exprès de parler d'articles traitant d'affaires judiciaires pour éviter de mettre une dénomination, puisque justement votre travail montre très clairement comment la rubrique a pu changer de titre dans le temps, comment elle a pu changer de place à l'intérieur d'un journal et comment surtout on peut passer d'une rubrique spécialisée dans un journal spécialisé à une rubrique particulière dans un journal grand public. Voilà. Donc cette codépendance, c'est un petit peu la recherche des conditions qui ont fait que et l'histoire littéraire et l'histoire juridique sont concernées par ce type d'écriture. Oui, eh ben, écoutez, merci beaucoup et surtout merci de souligner l'importance de l'histoire parce que effectivement, avant de répondre à votre question, hein, je voudrais préciser que effectivement, moi je travaille dans un centre de recherche qui s'appelle le RIRA 21 et les littéraires au RIRA 21 ont une approche historique de la littérature. Plus précisément, c'est ce qu'on appelle la poétique historique. C'est-à-dire qu'on prend en compte les conditions, le contexte historique pour évaluer la forme et pour montrer en quoi la forme est tributaire d'un contexte. C'est-à-dire c'est une manière de revenir sur l'étude littéraire en intégrant notamment la question des supports de publication. Et mon travail s'inscrit en fait dans les travaux très importants de Marie-Ève Terranti et Alain Vaillant, qui ont les premiers travaillé sur les liens entre presse et littérature. C'est-à-dire que les premiers, ils se sont replongés dans le support principal de publication du XIXe siècle, qui est le journal, chose qu'on avait totalement occultée en lisant Zola, en lisant Balzac. En fait, moi, mon travail, c'est une sorte de seconde vague travaillant sur presse et littérature, non plus pour redécouvrir des grands auteurs, mais pour travailler des phénomènes qui avaient été un petit peu occultés, notamment parce que c'était sur un support qui était dévalorisé, à savoir le journal. Alors, pour répondre à votre question et pour montrer l'intrication entre du coup, le droit et la littérature, effectivement, moi, je me suis d'abord intéressée à l'émergence d'un genre qui est fortement lié à la Révolution française et au fait que d'un seul coup, les procès deviennent publics. Et jusqu'à présent, on avait des rapports de procès, mais c'était assez épisodique. Et en fait, d'un seul coup, au début donc, du 19e siècle, l'actualité judiciaire, donc cette publicisation des procès, devient un véritable enjeu, un enjeu économique, et donc il va falloir se positionner. Or, les mieux placés pour se positionner, c'est effectivement les professionnels du droit. Ça correspond aussi à un moment, du coup, où l'édition juridique va se développer. C'est le moment où Dalloz, 1825, on va avoir les premiers recueils Dalloz. Et donc, en parallèle, on va voir le premier journal spécialisé dans la matière judiciaire qui va apparaître la même année,
Et dès le départ, en fait, on va avoir une sorte de concurrence entre vraiment les publications spécialisées et la presse judiciaire qui revendique un statut spécialisé, mais qui, pour marcher, a besoin d'un public plus large. Et c'est là que va se produire ce mélange, ce travail en fait collaboratif entre d'une part des gens, donc des juristes, par exemple le fondateur qui s'appelle Darmin de la Gazette des Tribunaux, c'est un juriste, mais il va s'entourer d'une équipe à la fois de juristes et de ce qu'on appelle des littérateurs, c'est-à-dire des gens qui sont un peu des touche-à-tout, mais qui vivent de leur plume. Et c'est comme ça qu'on va avoir ce mélange qui va se retrouver au sein de la Gazette des Tribunaux et qui va faire vraiment la particularité de ce premier journal judiciaire, c'est-à-dire que c'est très visible dès qu'on ouvre ce qu'on appelle le prospectus, c'est-à-dire la présentation du journal. On voit qu'il y a une volonté à la fois de renseigner les professionnels. Les professionnels vont trouver des éléments qui vont les aider dans leur pratique, mais en même temps, on ne cantonne pas le journal à un lectorat professionnel. Et cette ouverture, elle va notamment se faire grâce au compte-rendu de procès, mais pas n'importe lesquels. Ce qui va bien sûr intéresser le grand public, ça va être toutes les questions de cour d'assises. En fait. Cour d'assises, police correctionnelle, on va être autour du crime, du délit, et on peut imaginer, c'est difficile de quantifier ce qui était lu, pas lu par le lectorat, mais on peut imaginer que c'était cette partie-là qui était davantage consultée par les gens qui n'étaient pas des professionnels du droit. C'est un caractère qui demeure encore aujourd'hui, où finalement on voit bien que le droit est surtout perçu à travers la cour d'assises, etc., les grands crimes. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, très rapidement, comme la Gazette des Tribunaux va rencontrer un franc succès, on va avoir comme ça tout un certain nombre de journaux spécialisés qui vont se construire sur le modèle de la Gazette des Tribunaux. Et ces journaux vont servir de source pour les journaux politiques qui, jusqu'à présent, ne laissaient pas grande place, en fait, sauf exception à la matière judiciaire, et qui vont en fait se nourrir de ces journaux. Et progressivement, on va voir apparaître des rubriques spécialisées au sein des journaux politiques, des journaux d'actualité. Et c'est comme ça qu'en fait, à partir des années, on va dire 1840, la matière judiciaire va véritablement occuper une part importante dans la presse française et va devenir donc un enjeu. Au départ, c'était un enjeu un peu de niche, hein, c'est-à-dire que c'est comme ça que les juristes se sont positionnés sur la matière, et on voit qu'il y a vraiment un élargissement autour de ces questions, en sachant que c'est vraiment autour du crime qu'on va avoir une cristallisation. En fait. Et alors, ce que vous montrez bien également, c'est finalement cette sorte de passage, mais qui ne veut pas dire que les deux choses se succèdent, elles peuvent coexister ensemble, entre ce que j'appellerais une écriture du témoignage, qui fait plus appel finalement soit à un juriste spécialisé, soit au contraire un littérateur, comme vous dites, mais qui va essayer de toucher le grand public, à une écriture de la représentation, où là, l'écrivain, c'est-à-dire en fait celui qui a une pratique de la littérature, va devenir un personnage tout à fait important, puisqu'il est obligé, pour rendre le réel, de faire appel finalement à des techniques de fiction. Oui, alors en fait, là on bascule, enfin c'est pratique dès le début en fait, pour des grands procès, on a pu faire appel à des plumes, à des grands noms en fait. Donc, ce qu'on a pu avoir ensuite, par exemple, c'est très marquant pour le début du XXe siècle dans la grande presse. Je vais prendre juste l'exemple de Colette, hein, qui a été sollicitée. On n'attendrait pas forcément Colette. C'est pas forcément l'image qu'on garde de Colette, mais Colette, ça a été une grande journaliste. Et dans les années 1920 et 1930, on a fait appel à elle pour couvrir des grands procès. Donc, en fait, il y a une sorte de plus-value apportée par le nom de l'auteur pour couvrir les grandes affaires. C'est ce qu'on a eu aussi récemment, avec Emmanuel Carrère, par exemple. Hein.
Mais ça, c'est une pratique qui existe déjà dès le début du 19e siècle, en fait. Donc, on pouvait comme ça faire appel à des écrivains. Il n'empêche que on va dire la littérarisation du compte-rendu, ou en tout cas l'utilisation de l'argument de la littérature comme outil de distinction pour cette profession à part entière du chroniqueur judiciaire, elle date vraiment de la fin du 19e siècle, parce que c'est le moment où, en fait, chroniqueur judiciaire devient une profession à part entière dans le milieu journalistique. En fait, c'est la période où le journalisme commence à se professionnaliser, puisque si on avait auparavant un mélange entre écrivains, journalistes, juristes, c'est que justement, il n'y avait pas de professionnalisation. Donc, vers les années 1880, on a comme ça des territoires journalistiques qui vont se déterminer. Et l'un des arguments qui va être mis en avant par les membres de l'association de la presse judiciaire parisienne, hein, qui se constitue en fait en association pour bien délimiter une appartenance à une pratique, va mettre en avant justement la pratique littéraire. Ça veut dire que en faisant ça, ils vont par exemple se distinguer de ce qui était fait auparavant, la sténographie. Donc, les chroniqueurs judiciaires ne sont pas des sténographes. Je pense que c'est ce que vous désignez comme le témoignage, hein, c'est-à-dire au plus près du procès. Donc, eux vont mettre en avant leur expertise littéraire et le droit d'effectivement représenter à leur manière, selon leur propre style. Mais quand on regarde bien les textes, en fait, on se rend compte que c'est vraiment une stratégie aussi de distinction qui n'est pas forcément évidente à la lecture des textes. C'est-à-dire que la distinction, elle n'est pas si évidente que ça. Et on voit bien que l'argument de la littérature, c'est aussi une construction d'une certaine élite journalistique. Une conquête de territoire. Exactement. De la même manière que les chroniqueurs judiciaires vont fortement se distinguer des faits diversiers, c'est-à-dire les gens qui écrivent sur le moment du crime, qui ont la fâcheuse tendance à faire du sensationnalisme, à racoler le lecteur. Et en fait, le chroniqueur judiciaire va aussi se construire en opposition à ça. Donc, il y a une sorte d'équilibre. Hiérarchie. Exactement. Exactement. Et quand on lit les historiens qui ont beaucoup travaillé sur les représentations du journalisme et de la culture populaire, comme Dominique Khalifa, très vite, hein, il établit cette idée que le chroniqueur judiciaire constitue une élite journalistique, en tout cas par ses discours, en fait. Il se constitue comme ça. Et est-ce que justement le travail qui est fait pour familiariser le lecteur avec finalement la langue juridique n'est pas l'une des causes de cette supériorité? C'est-à-dire que finalement c'est un personnage qui maîtrise aussi une autre langue et qui peut la traduire d'une certaine façon, mais qui en même temps maîtrise un savoir-faire littéraire. Voilà, cette hiérarchie certainement procède un petit peu de ça, même si vous le dites très bien, c'est une construction aussi. Oui, alors c'est sûr que l'expertise juridique, en fait, il y a un texte qui est très intéressant qui date de 1924, qui s'appelle La Belle Affaire d'Henri Vonhoven. Non, je vous dis une bêtise. Faudra vérifier. Il faudra peut-être couper ça au montage. J'ai perdu le nom d'Alcem. Voilà, il s'appelle d'Alcem, qui est un chroniqueur judiciaire. Et qui fait une conférence devant des étudiants en journalisme et qui en gros leur fait une leçon sur comment être un bon chroniqueur judiciaire. Et parmi les choses qui distinguent en fait le chroniqueur judiciaire de ses collègues, par exemple, qui écrivent du fait divers, c'est justement cette expertise. C'est la capacité à, en amont, préparer l'affaire, se mettre au clair sur tout ce qui va potentiellement pouvoir être utilisé dans le code pénal, par exemple, pour le moment venu, à l'audience, être capable de le vulgariser au lecteur, en fait. Donc, il ne va pas faire un cours de droit. En revanche, il va rendre accessible le droit. Voilà, exactement. Et donc ça nécessite une maîtrise
en fait, que n'ont pas forcément les faits diversiers qui, eux, vont aller sur les lieux du crime, vont vraiment raconter l'événement, mais pas le moment du procès. En fait, vraiment, la spécificité du chroniqueur judiciaire, ça va être de se concentrer sur le moment du procès. Et d'ailleurs, Dalsem, dans sa conférence sur le métier, le dit très clairement. Il dit, idéalement, il faudrait que le chroniqueur judiciaire prenne connaissance du dossier au moment du procès, pas avant, pour ne pas être influencé non plus sur la couverture médiatique qui s'est faite auparavant. Et alors, cette chronique qui arrive à naître parce qu'il y a publicisation du procès, est-ce que dans l'autre sens, il y a une rétroaction sur l'activité judiciaire? On voit comment l'activité judiciaire agit sur le littéraire, comment le littéraire agit sur finalement l'activité judiciaire. Puisqu'elle est devenue publique, cette activité judiciaire, est-ce qu'elle tient compte des échos qui sont donnés de sa pratique? Est-ce qu'elle elle prend de l'avance en essayant de prévenir certaines réactions? Voilà. Est-ce que dans l'autre sens, l'activité judiciaire tient compte d'une manière ou d'une autre de cette activité littéraire? Alors, en fait, il y a vraiment des rapports très de proximité très forts entre les deux milieux. On va avoir notamment entre les journalistes qui rapportent les affaires et les avocats qui plaident, on va un peu s'arranger. C'est-à-dire que, par exemple, on va procurer la plaidoirie pour pouvoir la publier correctement. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit... En fait, on voit ces traces dans le journal. Par exemple, quand un président d'audience est plutôt réticent à la publicité, quand il va pouvoir critiquer les articles qui ont été publiés précédemment, la presse va indirectement en rendre compte et lui répondre, si vous voulez. Donc, on sent, en lisant cette presse judiciaire, petit à petit, une sorte de méfiance qui va se mettre en place au fur et à mesure qu'avance le 19e siècle, et surtout au fur et à mesure où la presse devient bon marché, grand public, et où on va avoir une sorte de simplification, de démocratisation de ces articles, et où justement la chronique judiciaire va très largement flirter avec le fait divers, et où là en fait, on va commencer à avoir une sorte de protection de la part des juristes, tout simplement parce qu'on craint les débordements de la publicité, en fait. Donc je sens que vous faites une distinction dans les juristes entre les avocats qui finalement sont assez prêts à communiquer et les magistrats qui sont plus dans la rétention. Je dirais que c'est un peu une suite de ce qui se passait au XVIIe ou XVIIIe siècle, où finalement, à travers les factums, c'était les avocats surtout qui fournissaient de la matière aux littéraires qui voulaient s'emparer des questions de droit etc. Oui, en fait, il n'y a pas vraiment de coupure, c'est une sorte d'évolution, mais effectivement, c'était le seul moyen de rendre public, les factums, c'était le seul moyen de rendre public pour les avocats leur travail, leur éloquence, etc. Et même les enjeux, les enjeux les affaires sociaux aussi, qui et les étaient... enjeux, bien sûr. La chronique judiciaire, d'un seul coup, c'est une manière en fait, de démocratiser ça et de le rendre, avec la Gazette des tribunaux, de le rendre quotidien. Mais ça n'empêche pas les journalistes, les avocats, d'avoir parfois besoin de cette publicité, parce que c'est une profession qui évolue en même temps, en fait. Dans les années 1820-1830, on a une professionnalisation du métier d'avocat, et en fait, les avocats qui ne plaident pas ne peuvent plus être inscrits au barreau. Donc, le seul endroit, si on ne veut pas plaider, le seul endroit où on peut faire carrière, un des endroits, ça peut être la presse, d'où la présence d'avocats dans les équipes de la presse judiciaire. Et si on ne plaide pas beaucoup, ça peut être un revenu complémentaire. Donc, on voit bien déjà dans les figures d'avocats
avocat-journaliste, la circulation en fait entre le moment de la plaidoirie et la publicisation. Alors, d'ailleurs, c'est Daumier, dans ses caricatures s'en est montré, s'en est moqué, puisque il montre un avocat en train de lire l'article qui rapporte sa propre plaidoirie. Donc, on voit bien le côté parfois, bon, ça reste une caricature, c'est-à-dire que dans les faits, c'est moins voyant, mais c'est une manière de se montrer, bien sûr, la presse, pour les avocats, la presse judiciaire. Sorte de vitrine. À l'inverse des magistrats qui, effectivement, ont besoin de maintenir, par exemple, le calme à l'audience et la presse peut être source, justement, d'affluence parce qu'on a fait monter la sauce grâce au compte-rendu, etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Très bien. Pour achever l'entretien, je me permettrai de vous poser une question à propos de quelque chose de tout frais, puisque le procès des terroristes de Charlie Hebdo a eu lieu et que quasi simultanément, enfin juste après, sort un ouvrage racontant ces semaines d'audience. C'est un écrivain, un dessinateur qui ont pris en charge cela. Comment vous inscrivez ce type d'ouvrage dans cette tradition-là? En fait, votre question, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle montre la permanence, malgré la reconfiguration. Par exemple, ici, on a un ouvrage illustré, chose qui n'existait pas aussi pour des raisons techniques. On va avoir donc le dessin de presse va se développer au 19e, mais on a des recueils de chroniques judiciaires autour par exemple, à la fin du siècle, vous avez Albert Bataille, qui est un grand chroniqueur du Figaro, et qui tous les ans publie ses meilleures chroniques. Donc vous voyez, il y a déjà ce geste de passer du journal vers le livre, mais on n'a pas encore les moyens techniques, ça coûte encore un peu trop cher, d'aller vers l'alliance du dessin et de la chronique, ou en tout cas de manière beaucoup moins évidente que pour cet ouvrage. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la rapidité avec laquelle on passe du journal au livre. Ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place justement au 19e siècle. C'est-à-dire qu'au 18e siècle, on avait ce qu'on appelle des causes célèbres. Donc, c'était des recueils où on publiait des grandes affaires et on constituait comme ça des historiographies des crimes français. Donc, c'était des histoires qui avaient 100 ans, 200 ans. Au 19e siècle, on va intégrer de plus en plus rapidement l'actualité judiciaire à ces recueils, jusqu'à justement aller à quasiment publier dans la foulée la grande affaire du jour, par exemple, je ne sais pas, on va dire l'affaire Troppmann en 1869, grande affaire terrible, et très rapidement, donc on suit au jour le jour l'affaire, et l'affaire n'est même pas terminée, qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des fascicules, c'est-à-dire des petits livrets qui coûtent pas très cher, avec quelques illustrations justement, mais plutôt du crime en fait, pas des croquis d'audience. Et donc, vous voyez, ça ressemble un peu à ce que vous décrivez. Et plus tard, on va avoir des mises en récit sur des supports un peu plus pérennes, par exemple le livre. Donc pour moi, ce que vous décrivez là, c'est vraiment la continuation de ce système, de cette culture médiatique qui se met en place au 19e siècle, qui était vraiment centré sur ce que Marie-Ève Terranti, Alain Vaillant, Dominique Khalifa ont appelé la civilisation du journal. Nous, on a rebasculé, le livre aujourd'hui est beaucoup moins cher, donc c'est plus exactement les mêmes enjeux, mais on a gardé cette intégration immédiate en fait, des affaires, des grandes affaires judiciaires pour le marché éditorial en fait, parce que l'intérêt des lecteurs est toujours très présent. C'est un intérêt à la fois historique, parce que là pour le coup le procès de Charlie Hebdo, c'est vraiment quelque chose qui va marquer l'histoire. Oui, d'ailleurs, on peut rappeler que le procès lui-même a fait l'objet d'un enregistrement pour l'histoire. Voilà, exactement. Donc, c'est quand même un statut très particulier.
un peu différent des histoires criminelles qui vont être récupérées et qui vont petit à petit être vraiment rentrées plus dans l'ordre de la fiction que dans l'histoire. Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment un ouvrage qui va marquer d'un point de vue historique, en fait. Très bien, je vous remercie. Je rappelle donc votre ouvrage, Les genres du prétoire. Vraiment, je le conseille, puisque c'est un ouvrage d'abord qui est très généreux en documents, donc ce qui fait que vous ne demandez pas de vous croire, vous nous apportez la preuve, donc ça c'est une belle élégance, et par ailleurs qui est très clair et qui vraiment à la fois fait l'histoire chronologique de l'histoire transversale. Enfin, on se retrouve en face d'un bel ouvrage, voilà, tout en étant très sérieux. C'est pas uniquement un ouvrage de décoration. Voilà. Je me dis, parce que quand on parle des beaux ouvrages, en général, c'est des trucs qu'on met sur une table et puis voilà. Non, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, j'en conseille la lecture. Bah, c'est gentil. En tout cas, par rapport aux documents, en fait, c'est vrai que c'est des documents inédits qui dorment souvent dans des archives et qu'en tant que chercheur, quand on les découvre, on a vraiment envie de les faire partager. Et grâce à Marie Martin, l'éditeur, qui justement a des collections comme ça qui permettent de faire dialoguer droit et littérature, droit et cinéma. Ça m'a permis de montrer aux lecteurs ces documents et effectivement, pour moi, c'était un grand plaisir de le faire. Voilà, c'est pour ça que je parlais de générosité, parce que pour le lecteur, voilà, c'est quelque chose qui est, oui, qui paraît généreux. Voilà. Merci. Merci beaucoup.